Salut les ballers et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on continue les visites de centres de formation en visitant celui du BCM Gravelines Dunkerque. Comme d'habitude, on commence par la visite des infrastructures. Alors bonjour à tous, Christophe Millois, directeur du centre de formation. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer notre espace de travail, la salle Norbert Merlin, qui est une salle d'entraînement qui a été conçue après l'incendie de Sportica et qui nous a permis, aussi bien l'équipe première comme le centre de formation, de pouvoir retravailler dans des super conditions. Et donc on va faire une petite visite rapide, en sachant que voilà l'espace du terrain complet, avec, vous pouvez voir de ce côté-là, tout le travail de musculation. Et on revient ici avec un espace de stockage qui est important pour tout ce qui est équipement sur 3 équipes, centre de formation et pro. On a ici le bureau du staff pro, comme vous pouvez le voir, qui sert également de salle vidéo. Donc ça permet d'avoir vraiment une proximité avec le terrain. Cet espace qui est important, c'est l'espace kiné qui a été créé pour pouvoir accueillir plusieurs joueurs à la fois. Voilà toute cette partie kiné. Et également la partie récupération qui se situe ici avec le jacuzzi et la baignoire de bain froid pour la récupération. Alors tout ça, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on partage tout avec les pros. On partage les journées ensemble. Les garçons peuvent côtoyer régulièrement les pros, tout en étant chacun dans notre compartiment de travail. Mais cumulé, on peut avoir de belles journées ici et passer des bons moments au centre de formation de Gravelines. Donc là, tu as la partie, tu vois, espoir, où ils ont gardé la configuration de base en rajoutant simplement. Et là, c'est les mêmes douches que de l'autre côté. Ouais. Ouais. Du coup, tu vois, ce local, il y avait un local comme ça. Ça, pour nous, du coup, ça sert comme local arbitre. Ah, ils ont pas les mêmes chambres. Ça dépend comment ils sont placés. C'est la Guadeloupe. Je vais regarder. Tu es en train de manger? Tu avais faim? Ah, vous êtes pas mal ici les gars, hein. Ça ici, il y a les tournois de 2K, non? Pour changer un peu, cette fois-ci, j'ai filmé l'entraînement des U18. Peut-être qu'il y a quelques visages que vous reconnaîtrez parce qu'ils cartonnent pas mal, comme Sohan par exemple. Ici, au niveau des 3 points, et là, vous attaquez sur un pull-up. Normal. Tu passes trop loin de l'écran, Swan. Tu es trop loin de l'écran, là. Bien le rythme. Pas bien, c'est bien. On va à 3. Sur le 3 points, on va à 3. En dribble. Voilà. Antonin.
Pareil, 4. Allez, pousse sur un dribble. Voilà. Un peu plus loin, Momo. Antonin, Momo, il a une requête. Allez, c'est bien. J'ai ensuite eu l'honneur de pouvoir rencontrer le coach des U18 qui est aussi adjoint chez les U21. On a pu discuter entre autres de sa vision du jeu, sa vision du centre de formation, de ce qu'il est censé apporter aux jeunes, mais aussi des difficultés qu'un centre de formation peut avoir pour recruter certains joueurs. Après on s'est dit beaucoup de trucs en off, mais ça restera entre lui et moi. Bonjour, déjà tu vas te présenter, on va savoir un peu qui tu es. Alors je m'appelle Mathieu Bigotte, je suis entraîneur des U18 au centre de formation de Gravelines depuis, c'est ma 4e année. Je suis originaire du Nord, 15 km d'ici, et je suis parti pendant une quinzaine d'années pour jouer, donc je suis revenu à 4 ans et j'ai tout fini donc l'année dernière avec le 2S. Donc, voilà, c'est ma 4e année sur le U18. Comment intégrer le centre de formation? Les critères, comment vous trouvez les joueurs? Est-ce qu'il faut jouer à un niveau précis ou tous les joueurs ont leur chance? C'est compliqué parce qu'on rate des joueurs, il y a énormément de joueurs notamment sur la région parisienne qui sont dans des petits clubs. Donc après, j'ai envie de te dire, nous on laisse quand même la porte ouverte, je pense, comme la grande majorité des centres, a déjà des candidatures. Et après, forcément, sur candidature, on regarde les critères physiques, on va regarder les critères scolaires, le niveau de jeu, le club où il était, et la vidéo quand il y en a une. Voilà, donc après, nous, forcément, on fait un tri. Encore une fois, sûrement que des fois, on peut avoir des... Vous pouvez pas voir tout le monde. Joueurs, et puis on essaye de les faire venir après en fonction aussi de nos besoins, parce qu'il peut y avoir des très bons joueurs, mais qu'on n'aura pas la place pour eux. Donc, on va pas les faire venir parce qu'on ne veut pas faire doublon sur des postes ou sur des années. Je comprends. À ton avis, c'est quoi le secret de la réussite? Comment réussir à finir pro? Il y a une part chance un petit peu, je le sais. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'un joueur doit faire s'il veut devenir pro? Je pense qu'il y a quand même une notion de talent. Et après, il faut avoir une éthique de travail. Ça, c'est indispensable parce que je pense que sur la durée, on a des joueurs qui ont du talent. Et on a aussi des joueurs qui ont un peu moins de talent. Mais sur la durée, ils vont réussir à passer beaucoup plus de paliers parce qu'ils vont travailler. Et si on arrive à avoir des joueurs de talent qui travaillent au moins, peut-être pas au début, mais qu'on arrive à leur inculquer ça, à leur faire comprendre que si justement ils travaillent pas, ça va être plus dur après. Et que s'ils travaillent, ils peuvent aller très haut. Ces joueurs-là, on peut réussir à les faire devenir pro. Et après, il y a l'aspect mental aussi qui, pour moi, est indispensable parce que les jeunes, ils vont passer par plein d'étapes. D'accord. Est-ce que dans un centre de formation, les enfants sont bien suivis scolairement? Ouais, alors, ils sont suivis, mais ils sont pas avec leurs parents. Donc forcément, quand ils viennent ici, ils apprennent à s'auto-gérer aussi, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils doivent se gérer leur temps, gérer leurs devoirs. Et le premier mois, ils ont toujours une adaptation parce qu'ils sont plus chez leurs parents. Mais par contre, après, ils sont beaucoup plus matures et beaucoup plus aptes à faire leurs devoirs, à travailler, à mettre en place un espèce d'emploi du temps, à gérer leur temps. Ça, c'est pour moi le vrai point positif. Après, nous, ce qu'on met en place, oui, forcément, on a quelqu'un tous les jours qui est là pour les réveiller, comme dans tous les centres. Il y a une étude qui est mise tous les mercredis depuis cette année. Et nous, on fait beaucoup attention à nous, les entraîneurs, si par exemple on a eu un retour de Christophe ou des parents des fois par rapport attention il a baissé les notes, nous on sait que sur un entraînement facultatif ou alors un entraînement individuel, on va lui enlever l'entraînement individuel et on va dire ok tu vas travailler. Quand j'aurai un retour de Christophe positif, là on te remet sur les entraînements individuels. Et tu vois, moi aussi quand je vois les parents par exemple sur les matchs à l'extérieur, ça me permet de parler avec eux. Et la preuve c'est qu'aujourd'hui, ce que je te dis, s'ils n'étaient pas accompagnés, je suis pas sûr qu'on aurait autant de jeunes entre 13 et 15 de moyenne. Toi tu t'occupes des U18 et je crois que tu es adjoint sur les U21, donc oui. Tu les connais. Ouais. Donne-moi 3 joueurs U18 à suivre absolument et 3 joueurs U21 à suivre absolument. Là, tu me mets dans la... Ah je sais. Bien sûr il faut tous les suivre, ça c'est sûr. Alors je vais pas prendre de risques. Vas-y. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais te donner les 3 joueurs espoirs qui sont en pro. Avec les pros. Ok, qui sont avec les U21. Ah t'es malin. Comme ça je suis honnête avec ce qu'on fait toute la semaine. Non, je pense que sur les espoirs, il y a forcément Romain Valapou qui vient de Cholet, qui est là cette année, qui fait une grosse saison. Ouais. Et l'objectif lui c'est de l'amener, il est déjà avec les pros sur les entraînements et il fait aussi le banc. Après, j'ai envie de te dire, on avait Lucas le tailleur, mais il est déjà en pro, donc suivez-le en pro. Mais à début d'année, il devait doubler, mais tant mieux, ça veut dire qu'il a passé les étapes encore plus vite. Ouais. Et puis après, sur le groupe U18, on a César Tenawa qui a fait l'équipe de France cet été U16, qui est 2e année U18 et qui joue déjà avec les espoirs, qui a un bon temps de jouer avec les espoirs. Et on a Sohan Mungo qui aussi fait une belle saison avec le U18 pour le moment et qui est aussi très très souvent avec le groupe espoir. Comment bien progresser en dribble, shoot
et toutes les compétences individuelles en basket? Ah, c'est une très bonne question, je suis content que tu me la poses. On est dans une période où il y a la mode du travail individuel. Ouais. Tout seul avec des plots, il y a des bonnes choses de ça, mais je suis pas persuadé que c'est comme ça qu'un joueur va le plus progresser. Parce que moi, de mon temps, on faisait pas tu sais, avec les 2 ballons et tout. C'est pour ça que je te dis ça, on a le même temps. Et ça nous empêchait pas de dribbler, de shooter. Donc en fait, je pense qu'il y a des bonnes choses dedans, dans l'évolution et tout, mais je pense aussi qu'on est en train de tomber dans l'extrême par rapport à ça, et on est en train de trop individualiser le travail, et pour moi, il y a une grande part dans le basket que tu apprends en jouant. C'est-à-dire que si un joueur, tu lui fais faire que des beaux plots tout seul, avec 2 ballons, tout ça, ok, d'accord. Mais sauf que à un moment donné, il va se retrouver devant un grand, il va se retrouver avec un joueur derrière qui va être sous pression, il va se retrouver peut-être avec une décision à prendre à pleine vitesse, et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe le basket. Tu n'es pas seul avec ton ballon pendant 4 secondes comme ça en train de dribbler, il y a des aides autour, il y a le mec qui te met sous pression, il y a le temps, il y a plein de choses. Et pour moi, aujourd'hui, quelque chose que nous, sur lequel, et sûrement plein d'autres personnes le font, hein, mais on essaye de beaucoup insister, c'est la prise de décision. Donc on fait du travail individuel, parce que je pense que c'est indispensable, j'ai pas de problème là-dessus, développer la technique, tout ça, c'est bien sûr que c'est indispensable, et on l'a toujours fait, comme tu disais, mais vite après, le mettre sous forme de prise de décision sur du 2 contre 1 plus 1, sur des situations de jeu où ils doivent vite réagir, et utiliser la technique qu'ils ont peut-être travaillé avant dans ces situations. Est-ce que vous prenez dans le centre de formation des étrangers? Ouais, c'est déjà arrivé. On avait un Lituanien l'année dernière qui est parti. Et on avait aussi en espoir l'année dernière un joueur qui venait du Madagascar. Donc oui, ça arrive. Dernière question. Est-ce que tu as déjà coaché des joueurs qui sont devenus pros, qui ont réussi à un haut niveau? Déjà la première année, j'avais un très très bon groupe que je récupérais. Donc c'était l'année où on était champion de France, et il y avait Roman Domo, Evan Boisdur, Ayuba Brian qui est parti à Bourg, Celle Villain qui est là, enfin voilà, et tous les joueurs autour. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir des très bons joueurs, et on en a encore aujourd'hui. J'espère que pourront signer pro ici. Et Roman, vous pouvez le suivre, il joue en NCAA, et on parle de lui à la draft, pas cette année, mais l'année d'après. Donc vous verrez bien. On arrive sur une partie que vous kiffez, c'est-à-dire les matchs des U21. Et le BCM a un effectif très qualitatif. Malgré que certains joueurs aient complètement basculé dans l'équipe première, ça reste une équipe espoir assez compétitive. Avant de voir votre partie préférée, c'est-à-dire le match des pros et l'ambiance de Dunkerque, j'ai eu l'occasion d'interviewer un joueur pro du BCM. On revient entre autres sur son parcours, comment il est arrivé jusqu'à pro et joueur leader du BCM, et de sa vision du basket, par exemple la différence entre la NBA et la Betclic Elite. Bon, c'est pas moi qui vais te présenter, tu vas te présenter toi-même. Donc la première question, c'est présente-toi. Joueur de BCM Gravelines Dunkerque et joueur en équipe nationale de Côte d'Ivoire, tout simplement. Là, ça va être un peu long parce que est-ce que tu peux nous donner ton parcours d'amateur jusqu'à que tu deviennes pro? Tu nous fais ça rapidement, tu nous fais un petit truc rapide. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait le pôle, il y en a beaucoup qu'on a un an. Donc toi, ton parcours, c'est quoi? Alors mon parcours, moi j'ai commencé à Ménilmontant Patrosport dans le 20e. J'ai fait un an? Non, même pas un an puisque j'ai commencé le basket en janvier, donc j'avais 13 ans, et après je suis allé à Championnat Sport. Okay. J'ai fait Championnat Sport, et Championnat Sport, c'est
transformé. Alors, il y avait toujours la partie championnat sport et Ménilmontant, mais il y a eu la entente Paris-Nord-Est. Donc c'était Ménilmontant, Championnet. Est-ce qu'il y avait un autre club? Je sais plus, je pourrais pas te dire. Là, comme ça date, mais c'est ça. Et ma dernière année minime, moi je m'entraînais un peu avec Levallois tous les lundis. Donc c'est de là, après je suis parti à Levallois. Levallois, j'ai fait 2 ans, Cadet Région et Cadet France. Et ma dernière année jusqu'à la fin de mon cursus espoir, je suis parti à Cholet Basket. Et après en pro, je suis arrivé à Saint-Vallier en Pro B. Denain 3 ans en Pro B. Nantes en Pro B. Je suis allé à Hier-Toulon après en Pro A. Je suis revenu à Nantes en Pro B. Je suis retourné à Cholet, mais là en tant que pro. 2 ans. Et aujourd'hui, Gravelines Dunkerque, ça va faire ma 5e saison. Bon, je sais que tu fais partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On connaît un peu les pôles, les nanana, ils récupèrent les joueurs. Donc on connaît comment ça marche. Comment ça marche pour une équipe nationale étrangère, justement? La toute première fois, c'était en 2014. J'étais venu pour faire les entraînements. Et cette année-là, c'était compliqué parce qu'il y a la grève. Donc moi, j'étais resté, je fais tout le stage. Et je suis rentré en France parce que je devais faire les papiers pour l'emploi, etc. Et quand je suis reparti, je voulais repartir. Et là, on me dit qu'il y a la grève. Donc du coup, tu sais, j'étais encore jeune, tout ça. Donc moi, je savais pas qu'il y avait, par exemple, Coupe du Monde. Au JO, ça je savais, mais Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, tout ça, je l'ai su super tard. Et c'est là où moi, je su qu'il y avait des joueurs ivoiriens. Moi, je me suis dit, ouais, il doit pas avoir d'Ivoiriens. Erreur. Il y avait Solo Diabaté, Philippe Amagou, ça joue. Mokone, Stéphane Kona. Franchement, il y a du monde. Et donc, du coup, moi, je commence à regarder. Alors, je crois que c'était l'Afro 2012. En tout cas, c'était une CAN qui était en Côte d'Ivoire. C'est ça que je vois. Et là, je vois les gars et tout. Ah ouais, c'est bien. Et cela, j'ai appris pour la Coupe du Monde. Ça, voilà, donc moi, on m'a contacté comme ça. Donc, est-ce qu'il y a le pôle? Oui, il y a des petits centres, etc. Il y a des clubs où ils vont détecter. Et surtout, il y a un manager qui voyage un peu partout dans le monde pour trouver des joueurs ivoiriens qui peuvent venir jouer avec la Côte d'Ivoire. Donc, bien sûr, on parle souvent des binationaux. Oui, lui, il joue avec la France, mais il est aussi ivoirien, etc. Ou malien, peu importe. Et moi, justement, j'avais été présélectionné pour les U20 France. Du coup, moi, je les ai pas fait parce que je m'étais blessé. Et là, on parle de la Côte d'Ivoire, donc j'ai dit, bon, c'est bien, tu représentes ton pays, donc je vais aller. Donc, je suis parti, j'ai découvert, et franchement, meilleure expérience. Voilà, je suis là. Ouais, je suis là. Et en plus, j'ai pu faire 2 Coupes du Monde, 2 Coupes d'Afrique, dont une où j'ai été médaillé, donc vice-champion d'Afrique, donc fierté, décoré par ton pays. La plus grosse fierté, c'est quand tu vois ton papa qui est là. Il porte ton maillot, quoi. Voilà, il porte le maillot, il est content, t'as mis le pays en haut, donc ça, il kiffe. Puis je voulais aller voir la dernière CAN. Afro Basket, là, ça avait l'air bien. J'ai regardé les matchs, j'ai regardé tes matchs. Incroyable. J'ai regardé tes matchs, j'étais vénère. Comment vous faites sortir, là? Le but de ma chaîne, c'est vraiment accompagner les jeunes pour devenir pro, même si y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est quoi pour toi le plus difficile pour devenir pro, le parcours? Est-ce que c'est les choix? Est-ce que c'est les gens qui te proposent des trucs mais c'est des mythos? Est-ce que c'est quoi le plus difficile? Est-ce qu'il faut forcément avoir un agent ou est-ce que, tu vois, c'est des petits trucs, des petits tips comme ça que moi j'aimerais bien savoir. Le plus chaud, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Vraiment. Parce qu'il y a combien de bons joueurs que moi j'ai connus et ils n'ont pas eu la chance ou soit ils l'ont eu mais après l'année d'après c'est un peu compliqué. Et comme on dit dans une équipe, allez disons, prends le centre de formation. Il y a beaucoup. Tu prends 10 par génération. 10 par génération. Il y en a combien qui sortent pro? Il n'y en a pas beaucoup. Allez, 1, 2... Ça dépend du centre. Ouais, voilà, ça dépend du centre. BCM, ils en sortent beaucoup. Hein. Ouais, BCM, ils en ont sorti beaucoup. Cholet, beaucoup. Mais tu vois, c'est ok, ils sortent, mais après, ils vont où? C'est surtout ça, parce que oui, tout le monde peut dire, ouais, j'en ai connu beaucoup, ouais, on a été pro, mais au bout de la première année, après, tu les vois plus. Ouais, je vois. Vraiment, le plus dur, c'est ça. C'est ça, parce que des fois, tu vas voir des gars, tu vas dire, mais comment ça se fait, lui, il a ça, alors que lui, tu vois, ce truc d'ego qu'on a, bah, je suis meilleur que lui. Mais bien sûr. Je suis meilleur que lui, comment ça? Et ça, c'est là, tu dis, ouais, mais au final, il est au bon endroit. Est-ce que tu as l'occasion de le prouver que tu es meilleur que lui? C'est ça le truc aussi. C'est ça. Et après, il y a aussi une autre particularité, c'est que, et c'est là où c'est dangereux, ça, parce que ça peut tuer ta carrière, ça. Tu vois, il y a des gens, ils disent, ouais, mais moi, je suis plus fort que lui. Ok, mais qu'est-ce que toi, t'apportes à l'équipe? À la fin de la journée, ça se fait d'équipe. Ouais. Donc, plein de gars, ils vont me tuer un contre un, ou ils sont bien meilleurs que moi en attaque, etc. Par contre, ma défense, moi, je connais mon karaté. Tu vois, ça, je sais, moi, ma défense, c'est mon karaté. Et moi, mon mojo de toute ma carrière, c'est qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre indispensable? Ou le coach, il a pas le choix de me mettre sur le terrain. Voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Et ça, sur cette chaîne, je le répète souvent, hein, vous négligez trop la défense. Moi, je le dis, la défense, c'est le truc où le coach, quand il a un bon défenseur,
il fait confiance à celui-là. Après, j'avoue, quand t'es grand, t'es un bon défenseur et t'es grand, c'est mieux. Parce que tu peux être un bon défenseur petit, si jamais t'apportes pas en attaque, c'est éclaté. Mais si t'es un grand défenseur bon, regardez Rudy Gobert. C'est pas un attaquant de fou. Et en plus, va faire ça, il a ce truc où il peut défendre sur les grands, il peut défendre sur les petits. Et ça, c'est pas donné à tous sur les grands gabarits comme lui. Parce que je suis à côté de lui, on dirait que je fais la même taille, mais il est beaucoup plus grand. Et depuis qu'il est petit, il est plus grand que moi. Est-ce que tu peux nous donner la journée type d'un professionnel? Parce qu'on n'imagine pas trop c'est quoi votre charge de travail, vos journées. Parce qu'on se dit, ouais, il est professionnel, il s'entraîne toute la journée. Mais vous entraînez pas toute la journée, c'est pas possible. Matin kiné, 8h40 jusqu'à 9h. Derrière, muscu pendant 45 minutes. Après, travail individuel avec coach individuel sur la partie basket. Donc 45 minutes pareil. Après, je rentre chez moi, je me repose et je reviens. En général, ça dépend. Si je suis vraiment fatigué, j'arrive 30 minutes avant l'entraînement. Donc je fais mes petites routines. Sinon, je viens un peu plus avant où je vais commencer à shooter, faire travailler mes gammes. Et 1h15, 1h30 d'entraînement max. Et derrière, là, par contre, je prends des assistants coach et là, je fais du tir. Okay. Du tir, répétition de tir. Et soins, ou parfois non, parce que moi, les kinés, on n'est pas trop camarades. Dans le sens où, tu vois, j'ai pas trop de bobos de bas. Bon, à part là, une grosse blessure, mais sinon, de base, j'ai mon matos chez moi, je prends des bottes de compression. Si je dois prendre glace, je fais. Et après, je suis chez moi, voilà. Je regarde des matchs. S'il y a des matchs à la télé, je vais regarder. Après, ouais, c'est vraiment sur les classiques. Hein. Après, est-ce que je dors à 22h? Non, c'est faux. Et tous les sportifs là qui disent, ouais, on se couche super tôt, ouais. Non, vous êtes des êtres humains normaux. Non, exagérez de me blaguer aussi. De matchs, tout ça, ça dépend. Sans commentaire. Parce qu'il y a des bluffeurs, hein. Oh là là. Il y a des sacrés bluffeurs. Ok. Raconte-nous un peu tes années centre de formation Cholet. Ça, c'est intéressant. En plus, on m'a dit Cholet, c'est un bête de centre. Là, on a fait Gravelines grâce à monsieur d'ailleurs, que je remercie. Et la prochaine fois, on fera Cholet. Ce qu'il faut savoir, Cholet, je rentre grâce à leur camp d'été qu'ils font. Et je peux dire un grand merci à Lauriane Dolt, qui est la coach du Havre maintenant en N1. Je connais pas, j'arrive Cholet, meilleur centre de formation. Ça va, c'est sympa. Du coup, j'arrive à Cholet. Forcément, là, c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs. T'as tous les gars des îles, que les gars athlétiques. C'est pas la même que quand j'étais à Levallois. Pourtant, à Levallois, c'était costaud. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. C'est des gars qui sont vraiment... Ils ont vraiment pris des gars talentueux, qui sont vraiment forts. Là, il faut faire ta place. Donc moi, j'arrive dans un endroit où... là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Levallois, c'est ça aussi. Ça, je crois qu'on devrait se réunir, tous les anciens de Levallois, là, qu'on parle de cette période-là. Là. Ça, par contre, ça, on peut en parler longtemps. Et Cholet aussi, pareil. Donc, c'est là, t'as plein de gars. Et celui qui a le plus percé parmi nous tous, c'est Rudy, tu vois. Non, franchement, en plus, moi, quand j'arrive, c'était qui en espoir? Christophe Léonard. Gros talent français, incroyable. On est champion de France espoir cette année-là. Tu regardes, t'as même les pros, t'as à côté. C'est une vibes. Ouais. C'est une vibes. C'est un petit village. Non, c'est pas un petit village. C'est pas un petit. Non, pas Cholet. On m'a dit le centre de formation. Ouais, parce que t'as le bâtiment. Non, spoil pas. Ah, pardon. On va aller voir. On me demande souvent comment progresser sur les fondamentaux, le shoot, le dribble. Tu dois avoir des tips. Bon, je vais pas m'aventurer sur le shoot là, parce qu'on va me tirer dessus là. Je suis pas un grand shooter. Ouais, je vais pas m'aventurer là-bas, mais mon shoot est mieux qu'avant, donc bien sûr qu'il y a des choses que j'ai faites et tout. Mais sur le dribble, tu sais, on va partir de zéro, donc faire des dribbles sur place, en mouvement. Pour le shoot, je vais te dire, shoot de près. Stephen Curry là. Il est là. Ah, Stephen Curry. On va pas parler de mon gars. Non, je parle pas mal. Sauf que en fait, là, il a tué le basket, je veux dire. Non, il l'a pas tué. Pour moi, il a tué. Non, il l'a pas tué. Pour en arriver là, il a travaillé ou pas? Non, c'est pas malgré lui. Oui. Attends, parce que pourquoi je dis il a tué le basket? Ça, c'est un autre débat. Mais pourquoi je dis il a tué le basket? C'est parce qu'il est arrivé, il shoot du parking. Maintenant, même les mecs qui font 2 mètres, des Wembanyama, ils shootent. Moi, à mon époque, ça n'existe pas, ça. Oui, ça, on est d'accord. T'avais pas le droit. Même moi, meneur shooter, quand je prenais un shoot, je me faisais engueuler. Mais les gars ont bossé. Ils ont changé, ils ont apporté un truc en plus. Ouais. Et maintenant, les gens qui veulent faire pareil. En fait, il faudrait qu'ils fassent la même chose pour après dire, ouais, je peux faire ça. Donc, en soi, arrête de prendre la balle et même pas 1-2 tirs. Tu vas à 3 points. Ça, non. Ouais. Va sur cette base-là, maîtrise, et tu regardes tous les grands shooters. Ouais, petit dédicace à Nicolas Lang. Je sais qu'ils ont commencé de près, ainsi de suite, et après, tu recules au fur et à mesure. Donc, je dirais ça pour un mec qui veut développer son tir, de maîtriser, bien mettre son coude, placer la main, etc. Le dribble, faire beaucoup de dribble, tu sais, vraiment faire dribble en mouvement, etc. Et faire toi des trucs à 2 ballons, tout ça? Ouais, 2 ballons, ouais. Tu fais à 2 ballons. J'ai fait ça toute Quoi? Mais arrête, quand on était en street.
Je commençais Jamais déjà. je faisais 2 ballons. Ah, moi, on nous a toujours fait ça, 2 ballons, hein, tu sais, le devant sur le côté. Après, j'étais tellement fort avec un ballon que... Voilà, ça y est, voilà, direct. Si tu pouvais te parler à toi du passé, toi plus jeune, quel conseil tu te donnerais? Quel conseil à toi tu te donnerais à toi-même pour pouvoir être un meilleur basketteur? Arrête de réfléchir, ose plus. Et sois plus égoïste. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Des fois, faut l'être. Des fois, faut pas l'être. Des fois, faut l'être. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut devenir pro? Il n'y a pas vraiment de manière de sauter les étapes. Mais peut-être que toi, tu auras les mots, des petits mots qui veulent lui dire, gars, ça, si tu fais ça, c'est mieux. Ce que je dis toujours, c'est... Alors bien sûr, il y a le travail, ça c'est classique, mais surtout d'être à l'écoute. À l'écoute, mais pas juste à l'écoute pour écouter, dire ouais, j'écoute. C'est écouter et comprendre. Et cogiter sur l'information que tu viens de recevoir et l'appliquer à ta manière. Et aussi, surtout, pas juste être fermé sur une chose, voir, parce que le monde est vaste, le basket est vaste, il y a plusieurs styles, donc on peut prendre de tout le monde. On peut prendre de tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens hybrides. Alors oui, je te dirais, regarde dans quoi tu es fort et fais en sorte d'être expert de ce point fort. Ouais. Les joueurs qui savent tout faire, et là j'ai vu un podcast de Amarassi qui en parlait de ça, c'est compliqué pour eux, parce qu'on sait pas où les placer. Je dirais que si tu veux arriver sur le fait que tu es un joueur qui est capable de tout faire, maîtrise d'abord un truc et avec le temps, tu te développes, mais en partant de la base de ton point fort. Ouais. Et je rajouterais, quand il faut prouver, il faut que tu sois un prouveur. Parce qu'il y a des moments, si tu prouves pas, si t'es pas un prouveur, et ben tu loupes des occasions. Moi je connais beaucoup de jeunes qui sont pas des prouveurs, qui sont là et ils font leur taf. Gars, des fois faut prouver. Dans les moments clés. Hein. Et dans les détections, c'est ce qu'on attend. Il y a les gens, ils viennent dans les détections, ils jouent comme s'ils étaient à l'entraînement. Non, faut que tu prouves, frérot. La chance, là, faut aller, là, tu dis pas. Bon, il y a quelques questions d'abonnés, il n'y en a pas 10 000. Ouais. Est-ce que la NBA, ça vaut l'Euroleague en termes de niveau ou ça n'a rien à voir? Ça devrait être l'inverse, non? Est-ce que l'Euroleague vaut la NBA? Dans non. ce que tu veux. Non. Non. Non, les gens ils s'en rendent pas compte. Hein. Ouais. J'ai eu l'occasion, hors Rudy Gobert, de jouer avec Jordan Poole et de m'entraîner avec Serge Ibaka. T'es gros joueur. Hein. Pas des petits enfants. Ouais, c'est pas des petits. J'ai eu l'occasion de jouer avec Kevin Serafin. Gars solide. Voilà, ça n'a rien à voir. Jordan Poole, quand il joue, et les gens ils s'en rendent pas compte. Hein. Quand Jordan Poole avait je te jure, c'est un truc qui m'a impressionné. Quand il a la balle en main, le temps s'arrête. C'est en fait, tu penses qu'il est au ralenti, mais il est pas au ralenti. Ouais. C'est qu'à n'importe quel moment, il va te récupérer. Soit il va shooter sur ta tête, soit il va te driver, dunker sur ta tête, soit il va te trouver une passe. Je dis waouh. Et tu le regardes comme ça, on dirait pas, mais en plus, même l'intensité avec les dribbles et tout. Westbrook, va, regarde les entraînements de Westbrook. Tu vas dire waouh. Et là, j'ai joué contre qui? La Lituanie. La Lituanie, on avait fait le Tekio et la plupart des gars, ils sont en Euroleague. Mais même là, tu sens la différence. Il y avait Sabonis. Ouais. Et Sabonis. Toi, Sabonis, on a compris. Oui. Ouais, non, mais on a compris que Sabonis, lui, il est en NBA. Je dis pas que les autres là, c'était des rigolos. Il y avait des vrais joueurs là, tu vois. Mais on a un peu plus bataillé avec la Lituanie, avec les joueurs Euroleague. Avec lui là. Non, laisse tomber. Vous le regardiez seulement. Ouais. on se regarde. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Serge Ibaka, il m'a impressionné. C'est le mec. On faisait 4 contre 4. Il y avait Kevin Serafin qui était là et puis Serge. Et Serge, de la manière dont on s'entraînait, il a fait exactement la même chose au même rythme contre Kevin. Que ce soit en 1 contre 0 ou en 1 contre 1, c'est la même chose. Comme s'il y avait personne. Ouais. Last question. Toi contre moi en 3 points. Qui gagne? Avant de donner ma réponse. Je tiens à dire... C'est pas moi qui ai posé cette question, hein. C'est les abonnés. Ce moment-là sera filmé et ne soyez pas déçus parce que je vais gagner. Voilà. Vous avez entendu? On va faire lui contre moi 3 points. On va faire lui contre moi 1 contre 1. Peut-être qu'il va me laver, mais je serai pas ridicule. On s'arrête sur ça. Ok, trêve de blabla. Maintenant, on va pouvoir regarder les highlights et l'ambiance du BCM Gravelines. Et c'est à ce moment-là que tu likes. Hein, je te vois, hein. Juste avant là, maintenant, je veux que tu likes. Like là. Et commente le centre de formation que tu veux que je visite la prochaine fois. L'équipe que tu veux que j'aille voir. Commente là. J'ai besoin. Ça va m'aider. Il faut. C'est maintenant.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter et me dire quel centre de formation tu veux que je visite et surtout si cette vidéo t'a plu. Dis-moi d'ailleurs quel centre de formation tu voudrais intégrer. Ce sera intéressant ça. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je vais jouer soit contre les pros, soit contre les espoirs. Dis-moi si ça te plairait en commentaire.